Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons tester une vidéo d'un type un petit peu nouveau qu'on pourrait intituler les calls du lundi. Donc l'idée qui est derrière ces vidéos, c'est de non plus faire des vidéos de cours, mais de faire des vidéos de résolution d'exos plus ou moins en direct. Donc l'objectif ici, ça va être de traiter des exercices qui seront parfois des exercices un peu classiques proches du cours, d'autres fois des exercices qui s'en éloignent un petit peu, et qui sont des exercices qui vont amener un peu plus de réflexion. Donc au niveau du mode de fonctionnement, vous aurez toujours une semaine pour chercher ces exercices avant que je poste la correction, du lundi au lundi. Que dire de plus? Donc ces exercices sont issus des exercices que je pose habituellement en call, qui vont être parfois donc une sorte de sélection de best-of si on veut de ces exercices, et vont traiter parfois de points un petit peu techniques, ou alors vont être associés à des formulations type oral, c'est-à-dire des formulations parfois assez succinctes, qui vont forcer le candidat, en l'occurrence vous, à proposer une modélisation assez poussée en ayant très peu d'éléments de départ. Donc l'exercice proposé ici concerne les chambres à bulles. Les chambres à bulles étaient les premiers moyens de détecter des particules lorsqu'on commençait à s'intéresser, lorsque l'être humain a commencé à s'intéresser au monde de l'infiniment petit. Donc les chambres à bulles, qu'est-ce que c'est? C'est des enceintes dans lesquelles sont placés des liquides proches de leur point d'ébullition, de telle sorte que le passage d'une particule crée localement l'apparition, pendant un temps très court, d'une ébullition, et des sortes de photographies avec temps de pause très long vont montrer l'évolution de toutes les positions par lesquelles sont passées les particules que l'on cherche à détecter. En connaissant la trajectoire, notamment le rayon des trajectoires, on va pouvoir, en connaissant la vitesse de sortie, et bien déterminer éventuellement le rapport masse sur charge d'une particule et donc caractériser cette particule. Donc la première question ici va traiter, on le voit, de quelque chose d'assez classique. On donne ici la modélisation dans l'énoncé. Une particule de charge Q de masse M mise en mouvement depuis l'origine O d'un repère, donc associé à un référentiel galiléen, avec une vitesse initiale V0 qui est selon EY, dans une chambre à bulles où règne un champ magnétique B uniforme et permanent selon EZ. Première question, il faut déterminer le signe de la charge de la particule étudiée pour les trois types de trajectoires observées. Premier type, second type, troisième type. On voit que ce qui change entre les trois trajectoires, c'est le sens d'enroulement de celle-ci. Dans un cas, on va avoir K1, un enroulement qui va avoir lieu dans le sens horaire, autour du champ magnétique, dans le sens trigonométrique sur la trajectoire 2, et ici on n'aura pas d'enroulement. Donc ici on peut dire qu'on aura une trajectoire en ligne droite. On va essayer de voir d'où viennent les différences entre ces trois trajectoires. Alors ici, évidemment, il faut avoir dans l'idée que si l'on veut déterminer le signe de la charge, eh bien, il faut réfléchir par rapport au sens d'application de la force qui s'exerce sur la particule. Imaginons la particule qui se trouve ici, sur son point de départ, dans chacun des cas. On sait une chose, on sait que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Donc le vecteur vitesse, on peut le placer assez aisément sur les trois figures ici. On sait que le champ magnétique est selon plus EZ. Donc, on sait que le champ magnétique sort du plan de la feuille pour venir vers nous. Et on sait que la force de Lorentz qui s'exerce, FL, je vais l'appeler comme ceci, force de Lorentz, est égale à la charge fois V vectorielle, le champ magnétique. En appliquant la règle des trois doigts de la main droite, on va donc avoir sur le pouce la vitesse, sur l'index le champ magnétique, et sur le majeur la force qui s'exerce, à condition que la charge soit positive. Sinon, la force change de sens.
Donc là, on va essayer d'appliquer la règle des 3 doigts de la main droite aux 3 configurations ci-dessus. Alors, on sait déjà une chose. On sait déjà que dans le cas 3, la trajectoire est rectiligne. Donc, on sait que la charge est nulle. Dans le cas 1, on voit que la force va s'orienter vers le centre de la trajectoire. Ça, c'est un résultat complètement général. Donc si la force s'oriente vers le centre de la trajectoire, et que l'on fait V vectoriel B, on obtient directement F dans le cas 1. Ce qui signifie que le cas 1 est le cas où V, B et F forment directement un trièdre direct. Ce qui veut dire que Q est supérieur à 0 dans le cas 1. Dans le cas 2, V, B et F forment un trièdre indirect, un trièdre qui ne respecte pas la règle des 3 doigts de la main droite. Autrement dit, le signe de la charge ici aura changé. On aura donc Q inférieur à 0. La ligne droite est associée au cas où la force est nulle, c'est-à-dire au cas où la charge elle-même est nulle. Une fois que l'on a déterminé l'allure des trajectoires de manière, on peut dire, qualitative, on va maintenant se positionner au niveau de la seconde question sur un aspect un petit peu plus quantitatif. Ici, on nous dit que l'on néglige les frottements au sein de la chambre à bulles et qu'il faut désormais déterminer l'équation de la trajectoire d'un proton de vitesse initiale V0 sur EY en précisant la pulsation cyclotron, le rayon de la trajectoire, la position du centre. Ensuite, on va essayer d'expliquer pourquoi les trajectoires observées ci-dessus, si vous regardez attentivement, on a plus des spirales que des cercles, ne sont pas circulaires mais s'enroulent en spirale. Alors ici, bon, l'énoncé nous donne déjà plus ou moins la réponse. Si les trajectoires s'enroulent en spirale, c'est sous l'effet des frottements fluides qui règnent, des frottements fluides qui s'appliquent sur la particule depuis le liquide présent dans la chambre à bulles. Donc l'étude de la trajectoire en l'absence de frottement va se faire en étudiant comme système la particule m de masse petit m et de charge q. Le référentiel que l'on va choisir, ce sera le référentiel du laboratoire, donc référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces va nous amener ici une seule force, la force de Lorentz magnétique, qui vaut QV vectoriel B. En effet, on a, comme je l'ai dit, négligé les forces de frottement. Donc, en faisant un petit peu de cinématique, ici, on va avoir V qui vaudra x.ex plus y.ey plus z.ez. On se place en coordonnées cartésiennes dans la mesure où on ne connaît pas la nature du mouvement. Et donc pour l'accélération, on obtient la même chose en passant à la dérivée seconde. Alors, maintenant, il faut réussir à déterminer une équation différentielle dont la résolution va nous amener l'équation, enfin les équations horaires de la trajectoire. Donc, les équations horaires du mouvement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? En appliquant le principe fondamental de la dynamique, on va avoir masse fois dérivée de la vitesse par rapport au temps, masse fois accélération, qui vaudra QV vectoriel B. Par projection, on va obtenir, alors ici, m dv sur dt, donc qui vaudra m vx point vy point vz point, qui va être égal à, alors hop, on va essayer de faire une présentation un petit peu plus propre, hop, comme ceci, m vx point vy point vz point, qui vaudra q
facteur de x point, y point, z point, vectoriel, 0, 0, b, b sur ez. On va obtenir donc le système d'équations différentielles suivant. Donc on va obtenir que mvx point vaudra qvy b, mvy point vaudra moins qx point b, moins qx point b, et mvz point égale 0. Donc là, les équations différentielles que l'on va obtenir sont au nombre de 3. Mvy point vaudra moins qvx b, et mvz point égale 0. À partir des équations présentes ici, on va donc pouvoir écrire directement que vz point égale 0. Donc, par intégration, on va obtenir vz égale une constante qui vaut 0 dans la mesure où la vitesse initiale sur l'axe des z est constante. Donc on sait qu'on va avoir un mouvement qui va être un mouvement plan. Donc il va nous rester finalement deux équations qui vont être des équations différentielles couplées. Alors les équations différentielles couplées, il va falloir derrière, pour les résoudre, eh bien, les découpler. Alors, les équations couplées, donc on aura mvx point qui vaudra qvyb, mvy point qui vaudra moins qvxb, que l'on va nommer 1 et 2. Eh bien, pour découpler, on va simplement additionner 1 plus i, tel que i au carré égale moins 1, fois 2, dans la mesure où les combinaisons linéaires à l'aide de réels ne suffisent pas ici à découpler les équations différentielles. À ce moment-là, on va obtenir une seule équation différentielle complexe, telle que m vx point plus i vy point égale qb facteur de vy moins i vx. En factorisant par moins i le second membre, je vais obtenir alors moins i qb vx plus i vy. Donc là, je vais poser une grandeur complexe v qui vaudra vx plus i vy, tel que v complexe dérivé par rapport au temps, donc v point, vaut vx point, plus i vy point. Dans ce cas, j'obtiens une équation différentielle du premier ordre relative à v, alors cette équation différentielle du premier ordre va me dire que v point complexe plus i fois q fois b sur m fois v complexe égale 0. Donc la résolution de cette équation différentielle va me permettre de déterminer les équations du mouvement. Donc là, vous voyez, à partir de deux équations différentielles couplées, j'ai obtenu une seule équation différentielle. Donc j'ai découplé les équations. Et ben, je vais maintenant résoudre cette équation différentielle. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, il va falloir déjà que je m'intéresse à la forme des solutions. La solution, on le sait, équation différentielle du premier ordre, v sera de la forme a complexe
Exponentielle, alors, exponentielle moins le terme qui est ici, moins i cubé sur m, fois t. Je vais poser directement, par analyse dimensionnelle, que qb sur m est l'inverse d'un temps, que je vais appeler la pulsation cyclotron, dans le cas où q est supérieur strict à 0. J'obtiens donc v complexe qui vaudra a complexe exponentielle moins i oméga c fois t. À l'aide des conditions initiales, je vais obtenir la valeur de a. Alors ici, je sais que vx de 0 vaut 0, que vy de 0 vaut v0. Je sais aussi que grand V de 0, par conséquent, vaut I fois V0, qui vaut A complexe. J'en déduis donc que V complexe est égal à IV0 exponentielle moins I oméga C fois T. Donc, par la suite, pour déterminer la vitesse, il me reste simplement à revenir à la partie réelle de V. La partie réelle de V, donc on voit ici directement que ce sera x, Vx plutôt. La partie imaginaire de V, ce sera Vy. Alors, donc ici, la détermination de la vitesse va se faire de la manière suivante. Vx de t vaudra partie réelle de i v0 exponentielle moins i oméga ct. Autrement dit, alors ici on peut redétailler un petit peu l'expression, on sait que exponentielle moins i oméga ct, c'est cosinus oméga ct moins i sinus oméga ct. Donc, quand on multiplie par i, il va venir v0 fois i cos oméga ct plus i facteur de moins i, donc plus sinus oméga c fois t. On va identifier ici donc la partie réelle fois V0 évidemment, et la partie imaginaire ici fois V0 aussi. Alors, finalement, je vais obtenir Vx de t qui va valoir V0 sinus oméga ct. Et je vais obtenir Vy de t qui vaudra V0 cosinus oméga c fois t. Donc deux résultats ici logiques, dans la mesure où la vitesse selon x à t égale 0 est bien nulle, et la vitesse selon y à t égale 0 vaut bien v0. Donc, à partir des évolutions temporelles de la vitesse selon x et la vitesse selon y, on va donc pouvoir calculer les évolutions temporelles de x et y au cours du temps. Alors ici, à partir des équations horaires du mouvement, enfin à partir des équations horaires sur la vitesse, pardon, on obtient les équations horaires du mouvement, donc sur la position, simplement en intégrant les équations précédentes. Donc les équations sur la position, on va obtenir x en faisant l'intégrale de Vx dt.
de 0 à t. Donc on va intégrer ici de 0 à t le calcul établi précédemment, c'est-à-dire V0 sinus oméga ct. Enfin, l'expression, pas le calcul. V0 sinus oméga ct dt. Donc là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir, en intégrant sinus, une fonction en cosinus. Donc, on va avoir V0 sur oméga c, facteur de moins cosinus oméga ct de 0 à t. Ce qui va donner V0 sur oméga c 1 moins cos oméga c fois t. Donc là, on a obtenu x de t. Y de t va s'obtenir selon la même démarche en intégrant de 0 à t Vy dt. Donc ici, on intègre non plus V0 sinus, mais V0 cosinus. Donc on va obtenir V0 sur oméga c, facteur de eh bien, sinus oméga ct. Alors ici, on peut vérifier rapidement la dimension de la grandeur qui est obtenue devant. V0 sur oméga c, c'est bien une vitesse, une longueur divisée par un temps, sur une pulsation, l'inverse d'un temps. On obtient donc bien une longueur. Alors, si on veut obtenir maintenant l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, équation cartésienne, eh bien, logiquement, on s'attend à avoir une équation de cercle. Donc, pour ce faire, on va user d'une astuce, entre guillemets, de calcul que l'on va trouver assez souvent. On va se débarrasser de la dépendance temporelle en élevant au carré cosinus oméga ct et sinus oméga ct. Alors, on voit une chose, on voit que si on veut construire une somme en cosinus carré plus sinus carré, eh bien, il faut ici élever au carré x moins V0 sur oméga c. X moins V0 sur oméga c que j'élève au carré, plus y que j'élève tel quel au carré. Ceci va me donner, V0 sur oméga c que j'élève au carré, facteur de cos carré oméga ct plus sinus carré oméga c fois t. Donc ce terme-là valant 1, j'obtiens donc l'équation x moins v0 sur oméga c que j'élève au carré plus y au carré qui vaut le rayon au carré de la trajectoire circulaire adoptée par la particule. Donc ici, de l'équation cartésienne du cercle, je déduis que la trajectoire est un cercle de rayon R et de centre C, de coordonnées dans le plan OXY, de coordonnées V0 sur oméga C égale R, 0. Donc je vais avoir un centre qui sera décalé sur la droite par rapport à la vitesse initiale, ce qui est cohérent avec l'orientation de la force dans le cas d'une charge positive. Donc ici, je vais avoir un sens de rotation de la particule qui va être un sens de rotation horaire autour de B.
Alors, maintenant, on va s'intéresser à une problématique un petit peu plus technique. Donc, la problématique des questions suivantes. Alors, ici, on nous dit maintenant que les trajectoires observées ne sont pas circulaires, mais s'enroulent en spirale. Comme on l'a intuité et comme le montre la question suivante, c'est les frottements fluides qui vont provoquer cet enroulement de la trajectoire. Donc on va réétudier la trajectoire en rajoutant dans le bilan des forces une force de frottement fluide de la forme F égale moins petit k fois V. Donc des frottements ici qu'on va appeler à faible vitesse. Et il va falloir déterminer l'évolution de la vitesse V avec V le module du vecteur vitesse. Et là on nous donne un indice dans l'énoncé, vous penserez à utiliser un théorème énergétique. Ensuite on nous demande de trouver la distance L parcourue au cours du mouvement de la particule. Alors, on va avoir dans l'idée ici que la particule, sous l'effet des frottements, va finir par s'arrêter. La demande de détermination de l'évolution de la norme de la vitesse nous pousse tout naturellement vers les théorèmes énergétiques, et plus spécifiquement vers les théorèmes en lien avec l'énergie cinétique. Comme on veut une expression de la vitesse quelle que soit la date t, on a aussi une autre idée qui est présente, c'est que l'on va devoir s'intéresser à une approche locale. En effet, sur les théorèmes énergétiques, on va toujours avoir une approche intégrale qui va consister à faire un bilan entre deux instants, versus une approche locale qui, elle, va nous pousser à trouver des équations différentielles que l'on va par la suite pouvoir résoudre. Donc la résolution, quel que soit l'instant t, ici, avec une force F égale moins kV dont l'expression dépend de la date, va nous pousser vers une approche plutôt locale. Donc, pour déterminer l'évolution de la vitesse grâce à une approche énergétique, on va partir sur un théorème énergétique. Donc sur l'ensemble des théorèmes énergétiques possibles, le plus simple à utiliser ici, ce sera le théorème de la puissance cinétique. Alors, que nous dit ce théorème? Eh bien, ce théorème nous dit que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps vaut la somme des puissances des forces qui s'exercent sur le système qui nous intéresse. Donc la puissance de la force de Lorentz et la puissance de la force de frottement. La puissance de la force de Lorentz, on sait qu'elle vaut QV vectoriel B scalaire V. V vectoriel B scalaire V, on obtient toujours 0. On le sait déjà, la partie magnétique de la force de Lorentz ne trahit pas. Plus, alors ici, moins KV scalaire V. Donc finalement, ici on obtient moins K facteur de V au carré. Alors, si on affine un petit peu le calcul, donc maintenant, on sait que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est aussi d sur dt de 1/2 de mv carré. Soit, finalement, 2mv dv sur dt fois 1/2. Donc on obtient m facteur de v facteur de dv sur dt. Donc tout ceci va nous permettre d'obtenir que dv sur dt plus k fois v égale 0. K sur m fois v. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai égalisé mv dv sur dt avec moins kv au carré. J'ai simplifié par v et j'ai passé m en dénominateur. Donc j'ai divisé par m des deux côtés de l'égalité, m étant ici non nul. Donc finalement j'obtiens ici une équation différentielle relativement simple, qui est une équation différentielle du premier ordre, que je vais maintenant me proposer de résoudre. Alors, la résolution de cette équation différentielle va se faire très simplement. Donc je sais que V de t est de la forme a exponentielle moins k sur m fois t. Je vais poser k sur m qui vaut 1 sur tau pour alléger un petit peu les calculs.
Donc, ici, je sais, d'après les conditions initiales, que la norme de la vitesse de départ vaut V0, qui vaut aussi A. Donc, grâce à ces deux expressions, je vais obtenir que V de t vaut V0 exponentielle moins t sur taux. Donc là, je vois une chose, je vois que les frottements fluides vont faire tendre la vitesse vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que je vais avoir ici affaire à un régime transitoire au niveau de la vitesse. La vitesse va tendre vers 0 sous l'effet des frottements fluides. Alors, ceci va me permettre de déterminer la distance parcourue. La distance parcourue, le long de la trajectoire, je vais l'obtenir en cherchant simplement le fait que cette distance, ça va être l'intégrale de tous les dl parcourus lorsque t passe de 0 à l'infini, sachant que v vaut le rapport de la distance élémentaire parcourue pendant la petite durée élémentaire dt associée. Donc ici, je vais intégrer d'un temps égal à 0 jusqu'à un temps infini, v fois dt. v fois dt, sachant que v vaut v0 exponentielle moins t sur taux. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ici v0 fois taux, donc j'ai un taux moins v0 taux, même je peux dire, exponentielle moins t sur taux, entre 0 et plus l'infini. Alors, moins v0 taux exponentielle moins t sur taux entre 0 et plus l'infini, ça va finir par me donner v0 fois taux. Donc ceci va correspondre à la longueur parcourue. Je sais que la longueur parcourue au cours du mouvement, eh bien ça va me donner L égale V0 fois taux. Donc je vais pouvoir poser L ici comme étant cette constante, distance parcourue au cours du mouvement. Derrière, je peux me poser la question du point limite qui est atteint. Alors ici, je vais commencer à accéder à une question qui est réellement technique. Alors pourquoi cette question est technique? Parce qu'elle va me demander de trouver le vecteur position finale qui sera associé à la particule. Donc là, je ne peux plus me contenter de travailler de manière scalaire. L'intégration des équations du mouvement à partir du PFD va être relativement compliquée, dans la mesure où je vais avoir des équations couplées et je vais avoir un problème difficile à résoudre. Donc je vais être obligé d'intégrer de manière vectorielle. Et donc, ici, j'ai une question assez technique qui arrive. Donc, vous voyez, je repars du principe fondamental de la dynamique en disant md de v sur dt qui vaut moins k fois v plus qv vectoriel b. Je sais que v, le vecteur vitesse, vaut dom sur dt. Alors là, je vais user d'une sorte d'astuce. Je vais multiplier des deux côtés de l'égalité par dt. Ça va me permettre d'obtenir m d de v qui vaudra moins k dom plus q dom vectoriel b. Alors, je sais plusieurs choses. Je sais à l'état initial définir le vecteur position. OM0 vaut le vecteur nul. En effet, le vecteur position de départ est tel que M0, la position de départ, est confondue avec l'origine du repère.
je sais aussi que le vecteur vitesse initiale vaut V0. Au bout d'un temps infini, je sais que le vecteur vitesse est nul. On a vu précédemment que la norme tendait vers 0. Et par contre, je ne connais pas le vecteur position. Donc, connaissant les trois autres vecteurs, je vais essayer de trouver le quatrième vecteur. Alors, pour ce faire, je vais intégrer vectoriellement le principe fondamental de la dynamique. C'est-à-dire que je vais fixer des bornes d'intégration sur l'équation obtenue ici. Alors, d de v, je vais l'intégrer de v0 au vecteur nul. DOM, je vais l'intégrer de OM0 du vecteur nul à OM de l'infini, le vecteur que je cherche. Dans la mesure où B, le champ magnétique, est un vecteur constant, il peut sortir de l'intégrale au même titre qu'une multiplication classique. Je vais donc obtenir ici, en intégrant le principe fondamental de la dynamique, M fois vecteur nul moins V0, donc moins M V0, qui va être égal à moins K OM infini plus Q OM infini vectoriel B. Donc, là j'ai obtenu une équation vectorielle. Sa projection va me donner un système de deux équations à deux inconnus que je vais pouvoir résoudre. Les deux inconnus étant les deux coordonnées du vecteur position au bout d'un temps infini. Donc ici, je vais pouvoir dire que OM au bout d'un temps infini c'est simplement x infini EX plus y infini EY. Donc la projection de l'équation obtenue va me permettre d'obtenir alors, on regarde attentivement. V0, on avait dit que c'était sur EY. Donc je vais avoir sur OX M fois le vecteur vitesse initiale, donc 0, qui vaudra moins K OM infini, donc moins K X infini, plus Q OM infini vectoriel B, OM infini vectoriel B, Y infini EY vectoriel B EZ, plus Q Y infini fois B. Sur OY, je vais obtenir moins M V0 qui va être égal à moins K Y infini moins Q X infini fois B. Donc ici, j'ai obtenu un système de deux équations à deux inconnus. Et ceci, je sais le résoudre. Alors, pour résoudre ce système, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va déjà essayer de faire intervenir toutes les grandeurs qui ont un sens physique que l'on a pu faire apparaître précédemment dans le problème. Donc, on rappelle que dans le problème, on a fait intervenir la pulsation cyclotron qui vaut QB sur M. On se rappelle qu'on a fait intervenir juste ici tau qui vaut M sur K, qui est donc la constante caractéristique de temps d'amortissement donc liée au frottement. Et on va avoir également la longueur parcourue qui vaudra, eh bien, d'après ce que l'on a décrit précédemment, V0 fois tau. Alors, en combinant tout ceci, donc on va voir déjà une chose. On va voir que x infini, dans le système, va nous donner Q fois B
sur k fois y infini. X infini vaut qb sur k, y infini. Qb sur k, ça nous fait qb sur m fois m sur k. Donc ça nous fait oméga c fois tau fois y infini. Ensuite, si on calcule y infini, en réinjectant dans cette expression, on va constater que y infini vaut m fois v0 sur k plus qb. Et comme j'ai remplacé x infini ici, qb fois oméga c fois tau. J'obtiens donc ici pour y infini, en factorisant par k, eh bien, m sur k fois v0. M sur k fois v0, autrement dit v0 fois tau. Autrement dit grand L. Pour y infini, j'obtiens grand L sur, j'ai factorisé par k, 1 plus oméga c au carré fois tau au carré. Pour x infini, je vais obtenir grand L fois oméga c fois tau sur 1 plus oméga c au carré, tau au carré. Donc là, j'ai complètement résolu le système qui me permet d'obtenir les coordonnées finales du point M. Je constate une chose très importante ici, je constate que x infini est positive, et y infini l'est également. Qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que la position finale va se trouver dans le cadran du plan où x est positif et y positif. Donc, par rapport au point de départ, on va trouver une position finale en haut à droite. Donc une position a priori plus haute que O et sur la droite de O. Donc ceci avec Q évidemment supérieur à 0, ce qui était une hypothèse de départ d'étude. Donc si je représente l'allure de la trajectoire, ici j'ai déjà préparé le dessin, je vais constater que en l'absence de frottement, je vais obtenir un mouvement circulaire avec mouvement autour de B dans le sens horaire ici avec Q supérieur à 0. En présence de frottement, le mouvement va être une spirale et le point d'arrivée de la spirale va se situer dans le cadran des X positifs et Y positifs, sûrement sur la gauche de C, dans la mesure où le rayon successif, ou le rayon associé à localement à chaque cercle qui passerait par la trajectoire, diminue à mesure que V diminue. Donc ici, on a résolu un premier exercice donc, de cette série de colle du lundi. Alors cet exercice était un petit peu long, dans la mesure où c'était la mise bout à bout de 2 exercices. Le second exercice sera, lui, un petit peu plus court. Donc là, si on fait le bilan de l'exercice au global, on a donc, je reviens à l'énoncé, une partie 1-2. Donc ça, c'est l'exercice de niveau, on va dire, entrée de gamme. Si on le finit, qu'on le fait proprement, on a une note correcte, mais on ne va pas chercher très haut, parce que c'est des questions très proches du cours. L'exercice associé à la partie 3 est plus éloigné du cours, nécessite
d'être un petit peu plus astucieux, de penser à poser un système, de penser à intégrer le principe fondamental de la dynamique, etc. Donc là, le niveau est un petit peu plus corsé. Si on arrive au bout de ce type d'exercice, évidemment, la note en colle monte mécaniquement. Nous sommes arrivés à la fin de cette première séance d'exercices corrigés à distance. Je vais donc vous dire bon courage, travaillez bien, et la suite au prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires.